Donc là, aujourd'hui, on va parler, en conférence prévention santé, on va parler du burn-out, parce que c'est un vrai fléau en ce moment dans notre société. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire burn-out? Tout burn-out, ça veut dire se consumer, ça veut dire dépenser toutes ses réserves jusqu'à épuisement total. To be burn-out signifie être détruit par le feu. Alors cette formule n'est pas seulement utilisée en santé, elle est aussi utilisée au niveau de l'aéronautique, et elle évoque, quand ils sont dans leur avion, qui sont court pétrole, ça évoque la surchauffe et le risque de destruction dangereuse. Donc c'est cool. Alors qu'est-ce que le burn-out? C'est un épuisement. C'est un état d'épuisement total qui est émotionnel, physique, physiologique, psychologique, psychique, qui est ressenti souvent face à des situations répétitives, ressenties comme émotionnellement exigeantes, et qui résulte d'un dévouement à une cause, à un mode de vie ou une relation qui n'a pas donné les bénéfices escomptés. Donc on a tout donné, toute l'énergie, tout son soi, et finalement le retour qui nous est donné n'est pas suffisant. Et donc ça appuie sur le moral, ça appuie sur... Et tout ce qu'on a perdu fait qu'on s'épuise complètement. On peut aller jusqu'à la dépression, jusqu'au suicide quand c'est vraiment grave. Le burn-out n'est pas une nouvelle catégorie de maladie psychiatrique, donc il ne faut pas vous inquiéter. Quand on fait un burn-out, normalement vous n'êtes pas hospitalisé en psychiatrie, sauf si vous avez fait une TS, évidemment. Mais sinon, non, c'est juste une spirale, c'est une spirale infernale, dangereuse, qui peut vous faire basculer dans la maladie. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui somatisent quand elles font un burn-out, et ça se manifeste souvent au départ par des problèmes musculo-squelettiques. Donc on peut aller jusqu'à la dépression, la désinsertion, et ça peut aller jusqu'au suicide. Alors moi, cette maladie, cette spirale, je l'appelle la maladie du don. Parce qu'on donne, et on s'épuise. Alors, contrairement à ce qu'on entend dans la société actuelle, il n'y a pas qu'un seul burn-out, et il n'est pas que professionnel. Il y a aussi le burn-out maternel et parental, on n'en parle pas beaucoup, c'est assez tabou. Mais à la conférence que j'ai donnée à Saint-Jean, il y avait une personne qui était venue témoigner pour le burn-out maternel, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, le burn-out méconnu, c'est celui qui a les deux. Parce qu'il y a des femmes, ou des hommes, qui font les deux, qui sont épuisés au niveau professionnel, mais qui accumulent aussi à la maison quand elles rentrent. Donc, il y a ces trois critères-là, et dans la société actuelle, on ne parle que du burn-out professionnel. C'est celui dont on entend le plus parler. Alors, tout le monde ne fait pas un burn-out. Il y a vraiment des caractéristiques psychologiques particulières chez les gens qui font un burn-out. Ce sont en général des gens qui sont très très exigeantes avec elles-mêmes, très perfectionnistes, ambitieuses, scrupuleuses, dévouées, très douées, très passionnées. Des gens qui donnent et qui d'apparence sont complètement inépuisables, qui sont compétitrices, qui sont perpétuellement insatisfaites et en recherche de reconnaissance permanente. C'est des personnes qui ont besoin de faire, jusqu'à épuisement pour que des personnes les admirent, les reconnaissent, les voient. Elles ont besoin, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout d'elles-mêmes pour avoir une place reconnue et être devenues presque indispensables, soit au sein de leur entreprise, soit au sein de leur famille, soit les deux. Les aspirations de réussite reposent aussi, et très souvent, sur des normes personnelles très élevées et réalistes, et tout est fait pour que la personne devienne indispensable. Alors, au niveau du burn-out maternel, c'est relativement le même profil psychologique. Elles sont perfectionnistes, elles sont dévouées, elles ont un petit peu tous les mêmes critères, sauf qu'en plus, elles sont très exigeantes, non seulement envers elles-mêmes, mais aussi envers leurs enfants. Là, c'est plus embêtant. Elles sont des mères idéalistes. Donc, elles sont impeccables, elles veulent que tout soit impeccable, mais que les enfants soient à leur image. D'où des problèmes, vous allez voir, qui peuvent aller loin. Elles ont en général une estime d'elles-mêmes assez élevée, et là aussi bien dans l'entreprise que chez elles, elles vont essayer de se rendre indispensables et avoir une place qui soit incontournable. Donc que la famille tourne toujours autour d'eux. Sans elles, ça roule pas, ça fonctionne pas. Alors les
symptômes à repérer. À repérer le plus vite possible pour agir le plus vite possible. Le premier symptôme, c'est la fatigue. Alors la fatigue, au départ on est fatigué, mais vous pouvez être fatigué aussi à l'automne parce qu'il y a moins de lumière, parce qu'il y a un changement de climat, etc. Non, là c'est vraiment une asthénie qui devient permanente, donc c'est sur la durée. Ensuite, vous avez des céphalées, des troubles du sommeil. Troubles, ça veut dire insomnie. Hein. Ça veut dire que vous allez avoir un petit peu plus de mal à vous endormir, ou vous allez vous réveiller dans la nuit. Vous attrapez un rhume, et alors ce rhume se transforme en sinusite, en otite, en angine, et on s'en sort jamais, ça s'enchaîne. On s'enchaîne. On va pas mal. Et la sensation que tout va devenir difficile. Donc là, en fait, si vous voulez, cette fatigue, on pourrait la traduire comme, vous avez la sensation que quelque chose vous tire vers le bas. Donc vous avez de plus en plus de mal à vous lever et à faire les choses. Ensuite, le découragement. Deuxième symptôme, ça c'est la difficulté à se lever le matin. Vous n'avez plus d'entrain, vous êtes complètement démotivé. Et la démotivation, elle est due à quoi? À une absence totale de reconnaissance. Donc tout ça, vous le faites parce que ça vous remplit, mais en même temps parce que vous recherchez la reconnaissance. Vous recherchez d'être admiré, vous recherchez d'être indispensable. Or là, il ne se passe rien de tout ça. Et vous vous apercevez que tout ce que vous faites pour tout le monde est considéré pour les autres comme quelque chose de normal. Là, vous commencez à vous décourager. En même temps, le découragement n'est pas dans votre façon d'être. Donc vous vous répétez en même temps, je ne peux pas céder, je dois tenir, je dois, il faut. Et c'est à partir de cette dualité entre j'en ai marre, ça marche pas comme je veux, mais je dois quand même parce que j'ai pas le droit de céder, je suis comme ça. C'est dans cette dualité que commencent à se développer des somatisations. Donc vous commencez à avoir mal aux épaules, vous commencez à avoir mal au dos, vous commencez à avoir une espèce d'anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire que plus rien ne vous touche vraiment. Vous avez tout devient cartonneux, cotonneux, voilà. Et puis vous commencez à avoir des émotions qui sont très changeantes. Du très je m'en fous à je m'énerve énormément, comme vous devenez soupolé. De très triste, comme vous pouvez avoir aussi des troubles du comportement alimentaire. En fait, les somatisations vont porter là où vous êtes le plus fragile. Donc si c'est les épaules, ça prendra au niveau des épaules. Si c'est au niveau du digestif, ça sera au niveau digestif. Mais vous allez commencer à avoir des problèmes de santé. Et vous allez aussi commencer à perdre votre concentration et l'attention. Là, il faudrait commencer à lever le pied et à plus prendre la voiture, à plus faire de choses où vous pouvez vous mettre en danger. Vous avez à ce moment, dans ce deuxième symptôme, un fort sentiment de solitude morale. Parce que vous vous rendez compte que finalement, tout ce que vous donnez, ça ne sert à rien et vous vous sentez comme un meuble. Voilà, plus personne fait attention à moi. Personne ne me voit, personne ne voit ce que je fais pour tout le monde. Il y a un grand sentiment d'incompréhension. Ensuite, le troisième symptôme, c'est l'isolement. Vous commencez à vous couper de toutes les relations extérieures. Vous n'avez plus envie de voir personne, vous avez envie d'être seul et au calme. Et rien que le fait d'être en contact avec des personnes extérieures, même des personnes que vous aimez bien, c'est un stress épouvantable. Ça va plus du tout. Donc on appelle ça la déshumanisation, c'est-à-dire le refus de contact avec les autres. Et c'est à ce moment-là que commencent à arriver les premiers signes de maltraitance. Alors quand c'est le burn-out maternel, c'est là qu'il commence à y avoir les claques, les gifles, les grondages en permanence, j'ai qu'une envie, c'est de fuir, de m'en aller, de tout laisser, etc. C'est aussi à ce moment-là que vous commencez à vous disputer avec vos collègues quand c'est au travail, que vous n'arrivez plus à suivre, vous disputez avec tout le monde. Plus personne ne va bien. Et vous avez envie de tout quitter. Tout arrête. Le dernier symptôme, c'est la perte de l'estime de soi, et c'est là qu'on commence à virer vers la dépression, parce que plus rien ne va, vous vous retrouvez plus, vous savez plus qui vous êtes, vous ne correspondez plus à rien du tout de ce que vous avez l'habitude de montrer et de voir, et donc, bon, vous lâchez prise. Là, la corde, elle a lâché. Alors, tout ça, c'est dû au stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Alors, il y a deux types de stress. Bon, alors, le stress positif, on va en parler, si vous avez un stress du tout. Et c'est cette espèce de petit peps qu'on peut avoir et qui nous fait envie de faire des choses.
Entrez. Et puis le stress négatif ou pathologique, qui lui, par contre, est destructeur. Parce que là, en fait, la capacité d'adaptation de la personne a été épuisée. Et donc vous commencez à rentrer dans la maladie. Alors, les 3 phases du stress. Vous avez la phase d'alarme d'abord. Ça, c'est la phase initiale où, par exemple, il fait froid. Hein, donc là, votre corps, il n'a pas l'habitude d'avoir froid. Il subit le stress. Qu'est-ce qui va se passer? Dans votre cerveau, va se déclencher quelque chose qui va faire que le flux sanguin va s'accélérer, votre corps va se réchauffer, et vous allez avoir ce qu'on appelle la phase de résistance. Où là, le corps s'est habitué à l'agent stressant, ça va bien. Mais ensuite, le problème, c'est quand plusieurs stress s'enchaînent, les uns après les autres, de manière répétitive et quelquefois rapidement. Et là, vous arrivez au stade d'épuisement, où là, votre corps n'arrive plus à fournir du tout, toutes les capacités se consument, et on arrive dans le burn-out. Voire pire. Alors, le petit film qui est tiré de recherche. Alors, comme j'ai pas de micro. Nous sommes en état de stress. Vous entendez? Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes. On les appelle comme cela parce qu'ils apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. Voilà, donc là vous avez un petit film qui résume un petit peu ce que je vous ai dit. Maintenant on va voir vraiment au niveau cérébral ce qui se passe. Donc, lorsque vous subissez un stress, tout de suite, votre corps va répondre de manière à soit se défendre, soit fuir. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que dans le cerveau, là on a une coupe latérale du cerveau, vous avez cette zone-là, qui ressemble à un hippocampe, et qui s'appelle un hippocampe, qui est le cerveau émotionnel. C'est ici que tout se joue. Donc dès que vous ressentez la moindre émotion, elle s'enregistre ici. Alors qu'est-ce qui se passe? À la base du cerveau émotionnel, donc à la base de l'hippocampe, vous avez une petite glande qui s'appelle l'amygdale. Cette glande est une glande émettrice. Dès que vous voyez quelque chose, un enfant qui est en train de grimper, ou votre chef qui arrive encore avec des dossiers comme ça, pouf, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre amygdale qui s'allume. Paf, elle s'allume, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un message aux glandes surrénales, qui sont au-dessus des reins, vous voyez, c'est ces deux petits chapeaux là, qui elles vont sécréter du cortisol.
Le cortisol va faire augmenter le rythme cardiaque, les muscles sont en alerte, et là vous êtes prêts soit à fuir, soit à combattre. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez beaucoup de stress, que le stress s'accumule, à l'intérieur de vos neurones, il se passe des choses. Au milieu de ces neurones-là, c'est le centre des émotions et de l'inconscient. Et c'est ici que naissent les sentiments d'amour et de joie, mais aussi de peur et de tristesse. Quand vous accumulez beaucoup de stress, vous voyez que toute cette partie neuronale est coupée. Il n'y a plus de connexion entre vos neurones et tout est brûlé à l'intérieur. Vous voyez les petites zones rouges, c'est des brûlures. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu du stress, votre amygdale s'est allumée, et en s'allumant, elle a éteint cette zone du néocortex qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est ici que se développe le langage. C'est ici la zone du conscient et de la raison. Donc, cette amygdale s'est déclenchée, vous avez vu quelque chose qui vous a stressé, vous le vivez, pouf, il éteint le cortex préfrontal. Et plus le stress dure, plus il endommage le cortex préfrontal. De même, à l'intérieur de ce cortex préfrontal, vous avez une zone qui s'appelle l'aire de Broca, qui est le développement du langage, c'est-à-dire comment on exprime les choses. Cette zone étant brûlée, étant fermée, éteinte par l'amygdale, ne répondra plus. Par contre, un cerveau, ça ne s'arrête jamais. Donc quand vous perdez une zone du cerveau, il y a une autre zone du cerveau qui se développe. Et là, vous voyez qu'en cas de stress intense, successif, répétitif, vous avez le cortex visuel qui, lui, se développe. Et c'est à l'intérieur de ce cortex visuel que va s'enregistrer tout le stress que vous allez vivre. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la nuit, vous allez revivre en permanence les stress que vous avez accumulés dans la journée. C'est ici qui se met. Alors, qu'est-ce que crée en vous l'excès de cortisol, donc le stress intense? Eh bien, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, à tous les niveaux, il peut y avoir des dégâts. Maintenant, suivant les personnes, les dégâts vont s'exprimer à l'endroit où vous êtes le plus fragile. Mais vous pouvez avoir des problèmes de peau, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes pulmonaires, cognitifs, psychiques, neurologiques, immunitaires et digestifs. Il y en a qui en cumulent, hein. C'est pas un à chaque fois. Donc, vous avez tout compris. Alors, voilà en schéma, maintenant, à quoi ça ressemble. L'étape 0 du burn-out, la personne donne d'elle-même, de son temps, de son émotion, de tout. La première étape, on commence à être fatigué, donc ça commence à lâcher un petit peu, elle se vide de ses ressources, et puis elle commence à s'isoler, elle ne veut plus voir personne, donc là vous voyez que ça commence à grignoter même à l'intérieur, et puis pouf, elle se dévalorise et ça pète. Et c'est là que les gens peuvent tomber gravement malades. Alors après, si vous voulez, les médecins vont faire quoi? Ils vont traiter la maladie, ils vont traiter l'organe, mais la cause en elle-même, un jour peut-être, si on s'y intéresse. C'est juste des petites images successives pour vous montrer ce que peut être le cercle infernal d'une bonne journée bien remplie. Alors voilà, quand vous avez un patient qui vient vous voir, qui fait un burn-out, voilà à peu près tout ce qu'il évoque. Il n'y a que du négatif. Il a mal ceci, il a mal ça, il n'arrive plus à dormir, il a mal au cou, il a mal aux épaules, mais c'est tout ce qu'il arrive à dire. Tout le reste, il n'arrive pas à le verbaliser. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son cortex préfrontal, l'aire de Broca est éteinte. Donc en général, moi la plupart du temps, les patients qui viennent me voir qui sont en burn-out, ils pleurent. Ils font que pleurer, et ils me disent « j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais ». Bon voilà, ça c'est uniquement ce qu'ils peuvent dire. C'est la seule chose qu'ils arrivent à dire. Alors on va faire la solution. D'abord, on peut organiser une journée. Et vous allez voir qu'on peut le faire. Donc après, à vous de faire. Donc, d'abord, il faut essayer de trouver un équilibre entre le travail et la famille. Et puis garder des moments importants, là,
Pour le loisir, le repos et l'épanouissement personnel. Donc j'ai marqué les trois parce que chacun a une manière de s'épanouir personnellement différente. À savoir, le sommeil. Le sommeil, suivant l'âge des personnes, occupe en moyenne 8 heures par jour. Il y a des personnes qui dorment que 6 heures, ils sont en pleine forme. Ça leur laisse encore plus de temps pour le reste. Ensuite, le travail à l'extérieur de chez soi. On va essayer de fractionner. 3 heures le matin, 1 heure de pause méridienne, 3-4 heures l'après-midi. Qu'est-ce qui reste? Il reste 8 heures pour faire tout le reste. Donc pour faire les courses, pour s'occuper des enfants, pour faire les corvées à la maison, pour faire à manger, et puis ensuite pour voir les amis, pour sortir, pour aller au cinéma, pour avoir une vie culturelle et des loisirs qui sont importants, il faut les garder absolument. Donc c'est possible, on a le temps, il faut juste avoir envie de prendre soin de soi, envie de faire des choses aussi pour soi. Alors à savoir, ça c'est juste un petit rappel, la sécrétion de cortisol, elle est maximale entre 6 et 8 heures du matin, et elle descend progressivement à la tombée de la nuit jusqu'à minuit. Donc si vous vous couchez tôt, vous dormirez bien, beaucoup mieux que si vous vous couchez à minuit. Et si vous vous levez entre 6 et 8 heures, vous êtes en plein dans le pic de cortisol, donc vous êtes super efficace. Voilà. Alors le premier conseil de prévention, c'est de respirer. Ben oui, ça a l'air ballon, mais combien respire ici pendant la conférence là? Qui c'est qui respire? On respire tous. On est obligé. Non. Non, il y en a qui sont gainés, qui ne respirent plus du tout, qui sont en apnée, parce qu'elles sont concentrées. Alors, respirez. Alors, les bienfaits de la respiration, c'est tout. Ça permet d'oxygéner votre corps, ça permet d'éliminer les toxines, ça permet d'éviter certains types de cancers, ça permet d'augmenter les performances physiques, ça permet de réduire les insomnies et de mieux dormir, ça augmente la résistance à l'effort. C'est vital de toute façon de bien respirer. Alors maintenant, pourquoi j'insiste sur la respiration? Parce qu'il y a deux types de respiration. Il y a la respiration abdominale, qui est la respiration que nos nouveau-nés ont. Regardez des enfants respirer. Les épaules sont basses et les ventres se gonflent et se dégonflent. Et c'est comme ça qu'il faut, vous, encore maintenant adultes, respirer. Alors que la plupart du temps, soit les personnes sont en apnée, soit elles respirent en thoracique. Vous ne savez pas, on va le faire. Mettez-vous debout. Ça fait du bien de respirer, alors on va faire tous ensemble. Donc, vous voyez là, sur l'image, qu'il faut respirer par le nez. On inspire par le nez, et quand on inspire par le nez, l'air qui rentre par votre nez doit faire sortir votre ventre. Ça ne doit pas monter du tout en thoracique. Le ventre sort. Ce qui fait que votre diaphragme descend. Ensuite, vous soufflez par la bouche, tchac, et là, votre ventre remonte. D'accord? Alors, on va mettre une main sur le ventre et une main sur le thorax. Quelle est la main qui doit bouger? Oui. C'est très bien. Donc, vous inspirez par le nez, en sortant votre ventre. Cette main-là ne doit pas bouger. Et vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Et on enchaîne, pas d'apnée. Prenez un moment pour le faire et arrivez à le rythmer pour qu'il soit nourrissant pour vous. Ça me va bien tout ça, c'est super. C'est très bien, félicitations. Donc maintenant que vous savez comment il faut respirer, vous respirez comme ça tout le temps. Vous essayez d'y penser, en voiture, au travail, à la maison, comment je respire, est-ce que je respire? Si vous ne respirez pas, je vous respirez et vous respirez dans votre ventre. En temps normal, excusez-moi, on ne peut pas le faire sur 10 heures ou 12 heures d'activité.
dès que vous prenez la parole, je n'intercule de façon comme vous le décrire, et vous êtes au téléphone, c'est plus possible, et vous consentez qu'il y a du stress. Donc ces conversations actives, avec la lecture active, difficile parfois on est dans un monde où il fait déjà 2-3 choses à la fois. Oui, puis on est dans un monde gainé, j'entends bien. Et gainé, comme vous dites, on est comme ça. Donc, oui, puis c'est des exercices qu'on peut faire. Moi, dans mes activités quotidiennes, si je veux faire ça, il faut que je coupe tout ce qu'il y a autour pendant 5 minutes. Non. Alors, essayez de vous entraîner, c'est un entraînement. Voilà, c'est ça. Entraînez-vous, c'est un entraînement. Après, ça redeviendra naturel. Là, je le fais, je respire normalement. Dans mon ventre, moi, je ne respire plus jamais en thoracique, ça ne se voit pas. Et ça m'aide à me concentrer. Pour nous, c'est plus naturel depuis très longtemps. Je suis désolé de dire ça, mais... Oui, depuis que vous avez 3 ans. Je le ressens comme ça. Oui, non, mais c'est ça. Et vous regardez les enfants, c'est pareil. Nos enfants tout petits respirent bien dans le ventre. Dès qu'ils commencent à rentrer à l'école, elle a tendance à s'inverser. Donc ça fait depuis que vous avez 3 ans à peu près qu'elle s'est inversée. Donc il y a du boulot. Voilà. Mais si vous voulez bien respirer, entraînez-vous. C'est juste un entraînement. Après, ça redevient naturel. Même en courant, vous pouvez respirer comme ça. Même en parlant, vous respirez comme ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais il faut vraiment vous entraîner. C'est vrai, au début, c'est un entraînement. Alors ensuite, une autre technique à faire, c'est de vider votre tête. Alors, vider votre tête, souffler, on le fait souvent. Et comme ça ne sert pas à grand-chose. On est d'accord. Ça évacue un tout petit peu, mais pas le gros paquet de négatifs qu'on peut avoir en soi. Donc en fait, pour arriver à bien nettoyer, il faut d'abord que votre intentionnalité, votre intention y soit. Je veux me libérer de ce qui me prend la tête en ce moment. Donc, vous savez que vous avez les courses à faire, ça va fermer à 20h. Vous allez bien vous concentrer, regardez la montre en prenant la télé, non. Là, vous vous dites non, alors toi, le petit vélo, là, tu sors, tu files, et vous soufflez avec l'intention de vous vider. Et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. On peut le faire. Allez, on fait ensemble. Donc, on respire tranquillement dans notre ventre maintenant, c'est faire. Voilà. Et ce qu'on va faire déjà, c'est se dire, on va concentrer dans une partie du corps qui est centrale, tout ce qui n'est pas bon, ce qui est en nous. Oh, c'est pas français ce que je veux dire. Tout ce qui n'est pas bon et qui est en nous. Donc tout ce qui nous prend la tête, tout ce qui nous charge les épaules, tout ce qui nous empêche de bien digérer et tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, on va le rassembler sur le nombril. Alors, vous pouvez fermer les yeux déjà et avoir cette intention de vider chacune de vos cellules et de mettre tout le gris, tout le noir au niveau du nombril. Puis là, quand vous sentez que vous êtes prêt à évacuer, eh bien vous soufflez bien fort avec l'intentionnalité de vider tout ça de votre corps 5 fois. Voilà. Faites-le autant de fois que vous avez besoin. Après, si vous sentez que vraiment votre corps est encore coincé, que vous n'avez pas tout vidé, vous pouvez faire une espèce de pompe avec vos épaules. Allez, vous pompez et vous soufflez. Voilà. Allez, on pompe. Et est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu plus léger là? Oui? Bah, alors vous pouvez vous rasseoir. Très bien. Alors vous avez des petites méthodes comme ça à faire. Et que vous soyez au travail ou ailleurs, vous pouvez toujours aller souffler quelque part. Vous avez des pauses tout au long de la journée. Il y en a même qui s'isolent dans les toilettes pour faire une petite séance comme ça. On se met au repos, on souffle bien, et on vide sa tête. Toc. Ensuite, dès le réveil, il y a des petits conseils pratiques. Dès le réveil, au lieu de vous lever d'un pet,
Je me passe allongé à debout. Alors là, je ne vous dis pas, votre amygdale, elle est allumée, il y a tout qui s'éteint autour, ça ne va plus du tout. Tranquille, on prend le temps de se lever. Déjà, on s'étire dans son lit, on s'assoit, ensuite on se lève. Après, si vous avez des volets, prenez donc le temps d'ouvrir vos volets et de regarder dehors, de respirer l'air frais. Vous savez, ce qui empêche aussi votre cerveau de récupérer souvent, c'est le manque de lumière naturelle. On est très souvent avec des néons ou des lumières indirectes, et le manque d'air. Le manque d'air, vraiment. Donc il faut aller dehors. Si vous êtes dehors et à la lumière du jour, votre cerveau récupérera plus vite que si vous restez enfermé tout le temps. Après, ça a l'air de dire, mais prenez le temps d'aller aux toilettes, prenez le temps de vous habiller, prenez le temps de petit déjeuner, prenez le temps de vivre, prenez du temps. Oui. C'est vrai. On est toujours en retard sur tout aujourd'hui. Dès le réveil, on est en retard. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? 5 minutes, c'est quoi dans une vie? C'est rien, Oui, c'est pas grave. C'est ça aussi le problème, c'est qu'on a tendance à se mettre la pression pour tout. Et bien voilà, vous arrivez 5 minutes en retard, vous partirez 5 minutes plus tard le soir, et tout se passera bien. Mais vous aurez pris soin de vous. Au travail, faites des pauses. Et puis allez vous aérer, allez respirer dehors. Changez de posture régulièrement. Parce que alors, les secrétaires qui sont assises en permanence derrière leur écran, je ne dis pas ce qu'elles prennent. Hein. Entre la lumière indirecte et les flashs des écrans, être tout le temps assise, donc le dos, les épaules, les yeux, la tête, tout va bien. Dans la haute, remarquez, ça nous fait des patients, c'est bien. Enfin, là l'idée, c'est la prévention, donc évitez. Ensuite, pendant le déjeuner, le midi, la pause méridienne, si vous alliez marcher, ça vous ferait du bien. Vous sortez, vous allez dehors, donc vous êtes à la lumière du jour, vous respirez de l'air frais. Donc très frais ici à Angers, mais il y a peut-être des arbres un peu plus loin. Et puis après, vous prenez 5 minutes pour vider votre tête, comme on vient de le voir. Vous soufflez bien avec la bonne intentionnalité de vraiment vous vider, vous libérer. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Pendant 5 minutes, vous mettez un écran blanc dans votre tête. Plus aucune pensée. Rien du tout. Là, je suis sympa, je vous dis 5 minutes. L'exercice, normalement, devrait durer 1 heure par jour. On va y venir. Et pour arriver vraiment à ressourcer votre cerveau, à éteindre l'amygdale et à ce que toutes les autres zones du cerveau se rallument, il faudrait faire de la méditation, c'est à peu près ça, pendant 1 heure par jour. Vous mettez dans un endroit calme, vous éteignez tout. Tout, ça veut dire téléphone, ordinateur, télé, tout ce qui est parasite, hein, au calme. Et sur le chemin du retour, amenez pas avec vous à la maison tout votre fardeau du travail. Essayez de vous libérer avant d'arriver. Alors, je suis dans votre voiture. Vous savez, souvent pour les patients, je leur dis criez. Criez si vous n'arrivez plus à souffler, si vraiment en fait, tout est à étage. Si vous avez un petit stress, soufflez avec la bonne intentionnalité et se détendre, enfin faire l'écran blanc, ça suffira. Si vraiment vous avez un stress intense accumulé depuis longtemps, il va falloir que l'action soit plus forte. Donc à ce moment-là, vous criez. Alors souvent on me dit, oui, mais moi mes voisins, ils vont me prendre pour une... Bon, criez dans votre voiture. Voilà. Mais non, mais ça marche. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, quand vous êtes sur le chemin du retour, respirez dans votre ventre. Là, vous êtes à la voiture, vous ne pouvez pas m'objecter, vous ne pouvez pas le faire. Et puis, vous soufflez. Ou alors, vous criez, si vraiment c'est trop fort, vous criez bien fort. Et là, après, une fois que vous vous êtes libéré de tout ça, vos pensées vont devenir beaucoup plus calmes. Et vous arriverez à la maison un peu moins tendu. Ça sera beaucoup mieux pour tout. C'est chouette, hein? Mais bon, il faut trouver le lieu. Mais avant de trouver le lieu, vous pouvez le faire à la maison aussi. Donc ça, c'est juste s'accorder du temps. S'accorder tous les jours un moment de calme et de retour sur soi. D'ailleurs, c'est très à la mode. Regardez la pub qu'il y a eu il n'y a pas longtemps sur les yaourts câlins. Beurre de lait. Père de lait, c'est ça. Où le pauvre monsieur va avoir une psy parce que sa femme elle est en retard de 5 minutes. Alors elle lui explique, oui, mais
Elle a besoin de ces 5 minutes, tranquille, toute seule, avant d'aller se coucher. Ben voilà, faites donc pareil. Je ne vous dis pas d'acheter des pergolaines. Donnez de prendre du temps rien que pour vous. Voilà, donc vous vous isolez toute seule, loin de tout bruit parasite, loin d'ordinateur, de télé, de pouf, tout ça, vous avez jeté tout ça plus loin. Vous êtes dans un endroit que vous aimez chez vous, ou dehors dans le jardin, et vous prenez du temps rien que pour vous, à respirer qu'un moment et à plus penser à rien du tout. Voilà le protocole. Vous asseyez dans un endroit calme, sans téléphone, sans portable, sans écran. Vous respirez, vous relâchez vos tensions musculaires. Dès qu'on respire, on le sent que ça se relâche, que ça se libère un petit peu. Vous videz votre tête en soufflant, hop, et vous ne pensez plus à rien du tout. Écran blanc, tchac. Et là, s'il y a une écriture qui commence à arriver ou une pensée, vous la soufflez, tchouk, vous effacez l'écran, vous remettez blanc. Et vous essayez, alors au départ, même 15 minutes au départ c'est compliqué, mais essayez. L'idéal c'est 1 heure. Il y a déjà 15 minutes, c'est bon. Après vous verrez, ça devient une hygiène de vie. Alors, la sophrologie, dans la prise en charge du burn-out, est la thérapie adéquate pour traiter ça. Et c'est la seule. Pourquoi ? Parce que vous avez vu tout à l'heure que le cortex préfrontal était éteint. L'amygdale a éteint le cortex préfrontal et l'aire de Broca. Donc en fait, les patients n'ont pas accès à la verbalisation. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils vous disent j'y arriverai plus, j'y arriverai plus, j'y arriverai plus. Donc uniquement les thérapies où on travaille sur soi en niveau de conscience modifié peuvent apporter un résultat, peuvent d'abord éteindre l'amygdale et ensuite rebrancher le cortex préfrontal. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez chez les personnes qui pratiquent la sophrologie et donc la méditation, parce qu'en sophrologie, on atteint des niveaux de méditation. Au départ, quand on commence à descendre en niveau de conscience, on s'aperçoit, quand on fait des électroencéphalogrammes aux personnes qui font la sophrologie, quand on commence à descendre en niveau de conscience, les personnes sont à peu près en niveau alpha. Donc elles sont en train de s'endormir. D'accord ? Elles sont au repos, leur cerveau est au repos. Lorsqu'on a travaillé et qu'on est repassé en posture fond de siège, et que là on se redétend complètement, on intègre tout ce qu'on a travaillé et on accueille, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on atteint des niveaux de méditation, et là on passe en onde bêta au niveau du cerveau. Voilà. Donc là on répare votre cerveau. Quand on en est là, on est en train de réparer le cerveau. Il se reconnecte. Et effectivement, lorsqu'on a fait un scanner à des personnes qui faisaient de la sophrologie et de la méditation, on s'est aperçu que l'amygdale ne s'allumait quasiment pas, même en leur faisant passer des images stressantes de personnes qui sont blessées, de personnes qui font la grimace, de choses qui normalement stressent quelqu'un qui est stressé. D'accord ? Une personne qui pratique la sophrologie, on a voulu lui montrer des images glauques, l'amygdale ne se déclenche pas. Par contre, le cortex préfrontal, lui, est bien développé. Et on s'aperçoit que la zone gauche du cortex préfrontal est très développée. Et ça, c'est la zone du positif. Parce qu'en sophrologie, nous, on ne travaille que sur le positif. Donc on ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Jamais. Et on ne peut pas lui laver le cerveau non plus. En même temps que le cortex préfrontal et la zone gauche du cortex préfrontal se développent, on s'aperçoit qu'apparaissent aussi ces 2 petites aires là, qu'on appelle les aires motrices supplémentaires, et qui vont permettre à la personne de se reconnecter avec les êtres extérieurs et d'avancer dans leur projet de vie. Donc ce sont des personnes qu'on reconnecte à la vie. Voilà. Et c'est en développant ces aires-là, ces aires motrices supplémentaires, que la personne reprend son chemin de vie et repart. Vous comprenez ? Alors, c'est scientifiquement prouvé. Voilà. Quand on fait de la sophrologie, donc, alors, ils ont mis des électrodes sur la tête des gens, ils ont fait faire des scanners cérébraux pour vérifier ce qui se passait, et puis ils ont aussi fait des électromyogrammes. Si vous voyez ce que c'est des choses où on mesure la capacité de contractibilité d'un muscle.
Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, les personnes qui faisaient de la sophrologie se détendent plus en profondeur. Donc, ils ont constaté une hypotonie musculaire, l'augmentation de la température cutanée et la diminution de la température rectale, la diminution de la tension artérielle, le sang circule plus tranquillement, il y a moins de pression. Les modifications électroencéphalographiques, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les ondes alpha-bêta. La normalisation de la respiration avec l'augmentation de l'oxygénation cérébrale, une dynamisation des fonctions neurovégétatives, donc la personne se concentre mieux, est plus attentive, elle est plus réactive, elle récupère ses réflexes. Quand vous êtes en burn-out et que vos cortex se sont éteints, le cortex préfrontal éteint, vous n'avez plus de réflexes non plus. Vous êtes vraiment complètement à plat. Une activation de la fonction réticulée et puis une élimination des tensions avec une sensation de récupération. Tout ça, c'est scientifiquement prouvé. On n'invente pas. Ce qu'on constate donc là, c'est en schéma, c'est que toutes les personnes qui sont stressées, elles s'isolent d'une partie d'elles-mêmes. Vous voyez que la partie consciente et la partie inconsciente ne sont plus du tout en corrélation. Donc la personne est divisée. Lorsque la personne a réussi à lâcher prise, lorsqu'on a réussi, nous, à éteindre son amygdale et à rallumer les parties du cerveau nécessaires, le conscient et l'inconscient fonctionnent ensemble, et donc la personne retrouve toutes ses ressources, toutes ses capacités, tout son positif, tout son élan de vie. Alors, faire une activité physique, ça c'est bien aussi. Alors, mais rien que la marche. C'est pas des choses compliquées, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans une salle de sport. Ça c'est contraignant, c'est cher, ça demande des horaires, c'est pas forcément... Par contre, voilà, le midi, vous vous arrêtez 1 heure pour manger, et bien prenez une demi-heure pour marcher. Ça vous fera du bien, vous sortez, vous voilà. Donc l'idéal, c'est effectivement de pratiquer proche de votre lieu de travail, parce que si en plus vous devez prendre la voiture pour aller courir, marcher, faire du vélo, n'importe, vous ne le ferez pas. Donc faites-le dès que vous sortez de votre bureau. Alors, après, au niveau du ministère de la Santé, on disait toujours 1 fois par semaine, c'est bien, ou 30 minutes de marche intensive par jour. On s'est rendu compte, avec les études scientifiques, que finalement, 30 minutes 3 fois par semaine, c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc 30 minutes par jour, c'est pas non plus utile. 30 minutes 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Ça suffira pour relâcher votre cerveau, pour le détendre. Alors, pendant la pratique du sport, évitez de vous dire « Ah là là, mais il faut que je fasse tel dossier, il faut que j'aille chercher les enfants, oh bah j'ai oublié d'écrire ça sur ma liste, oh bah tati !» Non. Vous êtes au sport, vous pensez à rien d'autre. Vous communiquez avec la nature, vous êtes en lien avec la nature, en lien avec vous-même. Rien d'autre ne doit venir vous perturber votre tête. D'accord? Alors un petit plus, ça c'est un petit cadeau que je vous donne. Le soir, au moment du coucher, pour vous endormir sur de bonnes dispositions, vous écrivez sur un petit cahier que vous laissez sur votre table de nuit tout ce qui vous a fait plaisir dans la journée. Non, on a tous des choses, des petites choses simples, parce qu'on ne vit pas des choses extraordinaires tous les jours, loin de là. Par contre, l'odeur du café ou du chocolat chaud, un sourire, un coup de téléphone, je sais pas moi, un oiseau qui chante, le soleil qui se lève alors qu'il a plu toute la journée, là d'un seul coup ça se lève, il y a un bel arc-en-ciel qui arrive. C'est des choses toutes simples, mais qui vous font plaisir, et bien vous les notez. Vous rentrez chez vous, et puis vous enlevez vos chaussures, vous mettez les pieds à même le sol, ça fait un bien, ça détend, ça vous a fait plaisir, vous le notez, ça vous fait plaisir. Et vous allez voir qu'en faisant ça, ça va vous permettre aussi de vous concentrer sur toutes les bonnes choses, sur tout ce qui est bon en vous, et tout ce que vous avez de bien autour de vous, plutôt que de vous endormir avec du stress, ça c'est pas bon. Parce que vous avez vu, il s'enregistre dans la zone visuelle là-bas, et du coup vous le revivez en permanence. Manger un câlin, comment ça s'appelle? Perle de lait. Perle de lait, voilà, ça vous arrivez une petite tisane bonne nuit, ou camomille, ou verveine, avec un petit peu de miel, c'est très bon. Mais tout ça, ça va juste vous aider à mieux dormir, à vous détendre, à vous faire plaisir.
Mais le travail de fond qui a fait que vous êtes tombé en burn-out, il va falloir le résoudre, ce problème. Le pourquoi vous avez besoin d'être admiré, pourquoi vous avez besoin d'être en permanence, vous sentir indispensable, pourquoi vous avez besoin d'autant de reconnaissance. Ça, c'est un travail de fond qui vient de loin et qu'il va falloir travailler. Alors donc, tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, alors il y a aussi le sédatif PC, ça s'achète facilement, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un homéopathe, vous pouvez l'acheter en pharmacie, c'est facile. Les huiles essentielles, vous avez la mandarine, qui détend bien, ça c'est sympa, vous pouvez le faire en massage. La lavande officinale, si vous avez des petits problèmes pour vous endormir, vous pouvez en mettre 1 ou 2 gouttes sur l'oreiller. Ça va vous détendre, c'est pas faramineux, mais ça aide bien. Et les enfants, ça marche très bien chez les enfants, la lavande sur l'oreiller. Le phyto, c'est aussi en vente libre dans les pharmacies. Vous pouvez en prendre 6 comprimés par jour. Et quand vous commencez à vous sentir fatigué comme ça, vous pouvez faire une cure de magnésium B6. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance, et le magnésium, on en a besoin. Surtout dans les périodes intermédiaires, c'est-à-dire l'automne et le printemps. Faites des cures. Vous pouvez faire des cures d'1 mois. Ça vous fera du bien. Bon, alors ça, c'est un médecin qui donnait quelques petits noms de granules d'homéopathie. Hein, donc l'arnica, si vous voulez, le muxonica. En général, pour les personnes très anxieuses, on travaille sur l'ignatia. Et si c'est vraiment un problème de fond, vous prenez du 15CH. Vous prenez 3 granules 3 fois par jour. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais bon, le problème de fond, il faudra le prendre à bras-le-corps de toute façon. Ensuite, en curatif. Alors, allons-y. Le repos, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va diminuer le rythme et la pression que vous vous mettez pour vous-même et que vous mettez à votre entourage. Vous allez vous interroger sur ce qui est vraiment important pour vous-même. Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre connaissance? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est... Posez-vous la question. Après, vous allez planifier votre journée. Donc, je vous ai un petit peu aidé, vous ferez à votre sauce. Il faut vous coucher tôt. Au calme, évitez de vous coucher avec la télé. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il va falloir vous recentrer sur vous-même et sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Alors, quand je dis qu'est-ce qui est important pour vous, pensez à votre santé, pensez à votre vie. Hein? Parce que la vie, c'est pas... Le travail, c'est important, c'est sûr. Ça permet de se réaliser, ça permet d'avoir des liens sociaux, c'est important. Mais c'est pas ça, votre vie. Votre vie, c'est aussi ce qui vous rend heureux. Et qu'est-ce qui vous rend heureux? Peut-être que vous aimez bien aller vous promener de temps en temps, en famille ou avec des amis. Vous aimez bien faire du vélo, vous aimez bien... Bref, posez-vous la question. Prendre conscience de vos attentes et de votre comportement et rechercher... Le fait de rechercher des positions prestigieuses, comme ça, c'est malsain. Ça prouve qu'il y a quelque chose qu'il va falloir aller réparer en vous. Donc ça, il va falloir le prendre en bas-corps. Apprendre à penser positivement. Voilà. Donc ça, on est en plein dans le travail de sophro. La pensée positive. Ne plus essayer de toujours tourner. Dès qu'on vous dit quelque chose, y voir que du mauvais. Toujours. Essayez de trouver le positif dans ce qui vient de se passer. Dans ce que vous avez entendu. Il y a certainement des raisons à tout. Et elles sont de toute façon positives. Apprendre à prioriser les choses. Moi, je veux bien que des personnes qui travaillent aux urgences soient stressées. Ils ont des vies dans les mains. Mais quand on est derrière des dossiers, vous n'allez pas me dire, vous ne devriez jamais accepter d'être angoissé, d'être stressé à ce point-là. Jamais. Il faut aussi, peut-être, et ça c'est un travail de réflexion aussi bien au sein de la famille qu'au sein d'une entreprise, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que les priorités pour vous ne sont pas les priorités d'eux et ce n'est pas non plus la priorité du client. Il va falloir savoir mettre les choses comme il faut. Votre dossier, s'il prend 2 heures de plus, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, vous voyez un petit peu. Il faut quand même essayer de trouver, d'être raisonnable. Voilà, essayez d'être raisonnable. Il y a des choses très importantes qu'on doit faire, oui, mais des choses qui sont moins importantes. Et là, vous pouvez aussi émettre votre opinion et travailler avec vos collègues en bonne collaboration pour que ça s'améliore. Donc peut-être aussi savoir déléguer, savoir faire confiance, savoir passer le relais.
Mettre en place les moyens afin d'obtenir un équilibre entre le travail, la vie familiale et les loisirs. Apprendre à mieux se connaître. Le fait d'apprendre à mieux se connaître, ça va aussi permettre de savoir vers quelles sont les situations qui génèrent en vous du stress ou du désarroi. Et donc, vous pourrez mettre des actions en place pour éviter ces situations-là. Vous savez que ça ne vous convient pas, mais vous n'allez pas vers quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez plutôt vous diriger vers des personnes ou des choses qui vous conviennent mieux. Donc, c'est important de bien reconnaître. Et puis, il va falloir abandonner ce côté perfectionniste et ce côté dur. Hein, il va falloir apprendre à être indulgent avec vous-même. Et plein de douceur avec vous-même. Admettre que vous n'êtes qu'un humain, pas un robot. Alors, qu'est-ce que nous, les sophrologues, on va faire pour vous? Nous, on a plusieurs missions. On va devoir rallumer votre cortex préfrontal. Et donc éteindre l'amygdale, parce que tant que l'amygdale est éteinte et est allumée, on ne pourra rien rallumer. Donc il faut d'abord éliminer le stress. Hein, ça va nous permettre de rallumer le cortex préfrontal, de développer l'aire de Broca et les aires motrices supplémentaires. Nous, on va aider la personne à se recentrer sur elle-même, sur ce qu'elle est, et non pas sur ce qu'elle veut montrer d'elle-même. D'accord? Donc ça veut dire être dans le présent, dans le sensitif, dans son corps. On vit. Il faut ressentir la vie qui est en soi. Réparer les blessures ou le surinvestissement narcissique. Donc abandonner, ça va permettre que vous abandonniez le perfectionnisme, que vous deveniez indulgent et plein de douceur avec vous-même, vous admettiez que vous n'êtes qu'un humain et pas un robot, et l'accepter. Ah ouais. Ensuite, on va amener la personne à se pardonner. Parce que la personne, là, elle est en pleine culpabilité. Mais c'est pas possible, j'en suis arrivée là, mais je suis moins que rien, mais j'y arriverai pas, mais comment ça se fait, bon blablabla, blablabla, et je me flagelle, et je suis négative, et papa. Donc, on amène la personne à se pardonner, à ne plus culpabiliser, ni pour ses choix, ni pour ce qu'elle a pu faire, ni pour les erreurs qu'elle a commises parce qu'elle était débordée. Il faut qu'elle se pardonne, et c'est quand elle va se pardonner qu'elle va pouvoir arriver à avancer. Et que les aires motrices supplémentaires vont se développer encore plus. Voilà. Ensuite, on va l'amener à connaître et à respecter ses valeurs. Et pas forcément les valeurs qu'on a voulu lui inculquer, ses valeurs profondes. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Ensuite, gérer vos émotions. Donc là, vous allez permettre de mettre en place des actions pour refuser la montée et l'envahissement du négatif. Dès que quelqu'un de négatif approchera de vous, vous saurez comment faire au niveau du cerveau pour fermer les portes, pour pas qu'il y ait d'emprise. Et puis reprendre le bon cours de votre vie. Ça, c'est quand on a bien fini, les aires motrices supplémentaires se sont développées, le cerveau refonctionne à plein régime, et vous prenez le cours de votre vie. Yes, là on a fait du bon travail. Donc ça c'est la bibliographie, donc là les scanners cérébraux, c'est le docteur David Chabrand-Schreiber qui nous les a liés, c'est très sympa. Le film tout à l'heure c'est l'INRS qui l'avait fait sur le stress. L'homéopathie, c'est le docteur Willem qui nous donne ses conseils. Et puis maintenant je vais pouvoir vous distribuer, si vous êtes intéressé, un questionnaire pour savoir si vous êtes... dans quel état de stress vous êtes. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça se remplit. Vous avez différents items là sur le côté, et vous avez jamais, quelques fois par an, une fois par mois, quelques fois par mois, une fois par semaine, quelques fois par semaine ou chaque jour. Donc le jamais, si vous avez des réponses ou c'est jamais, c'est 0. Si vous avez... Après, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si vous êtes chaque jour, c'est 6 points. D'accord? Si vous êtes quelques fois par semaine, c'est 5 points, etc. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a combien de temps? Oh, mais vous faites quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Ah, oui. Alors, maintenant, on va écouter le témoignage de Manuela, une personne qui a vécu le burn-out professionnel. Effectivement, je m'appelle Manuela, j'ai 35 ans et effectivement,
effectivement, comme la plupart des personnes victimes d'épuisement professionnel, je déployais énormément d'énergie à accomplir mon travail. Donc moi j'étais enseignante, un métier que j'exerçais avec passion. Avec passion, j'ai investi à 100%. Je voulais le meilleur pour mes élèves. Je voulais toujours être au top, ne jamais décevoir. Voilà, c'est important pour moi de donner le meilleur de moi-même. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, à toujours donner encore et encore, eh bien, je me suis essoufflée. Je me suis littéralement vidée, c'est ça le mot. Et voilà, il y a eu une structure. Donc, ça s'est traduit comment? Eh bien, les symptômes, vous les avez vus, je vais passer un petit peu en revue tout ça, mais c'est une fatigue petit à petit qui s'est installée, une fatigue qui est devenue plus qu'une fatigue, c'était un épuisement, mais dès le matin. C'est-à-dire que, voilà, une heure après être levée, j'étais déjà très fatiguée, mais c'est pas grave, je faisais quand même mon travail, voilà. Et du coup, cette fatigue extrême m'a conduit à avoir d'autres soucis. Petit à petit, je suis devenue hyper anxieuse, toujours très inquiète. J'ai perdu du poids, j'avais des problèmes, j'avais pas mal de douleurs, j'avais des problèmes de sommeil, des acouphènes, des palpitations, de l'hypertension. Enfin voilà, le tableau était un peu noirci. J'avais aussi totalement perdu confiance en moi. J'avais une très mauvaise image de moi-même, je ne me sentais plus capable de rien. Faire un pas devant l'autre, c'était devenu compliqué. Prendre ma voiture, c'était devenu une épreuve. Voilà, j'avais 2 heures de route à faire chaque jour et c'était horreur. Je faisais des crises d'angoisse, des crises de tétanie. Enfin, voilà, et ça s'amplifiait, mais je ne voulais pas lâcher. Donc je continuais, encore. Voilà, et là je commençais à être dans le brouillard. C'était la confusion, j'étais dans les doutes, je ne savais plus, je me sentais plus capable de rien. Voilà, j'étais un peu désespérée. J'avais des difficultés aussi de concentration, et puis voilà, j'avais pas peur en fait. Mais je ne montrais rien, attention. Hein. Je continuais à exercer mon travail, je poussais mon corps, et voilà, je pleurais aussi énormément, en cachette bien sûr, mais je pleurais, j'étais irritable, j'étais assez souvent en colère. J'avais des propos assez violents verbalement envers mes enfants, ma famille, voilà, parce que moi j'avais pas peur. Donc voilà, j'étais aussi, ce qui m'a amené aussi à cet épuisement, c'est que j'étais dans l'incapacité totale de me déconnecter. C'est-à-dire que mon travail, c'était presque toute ma vie, quoi. J'y passais les week-ends, les jours fériés, les vacances, j'emmenais évidemment tout avec moi. Voilà, il fallait que tout soit impeccable, donc ultra perfectionniste. Et voilà, donc ça m'a rongé, ça m'a détruite quand même, donc j'étais aussi complètement dépossédée de mes capacités. C'était vraiment dur. Donc moi je vais vous parler des bienfaits en fait de la sophrologie. J'ai eu la chance, heureusement, d'avoir accès à ce type de thérapie. Alors, donc ça se fait petit à petit, mais vraiment j'ai retrouvé beaucoup d'énergie, une force mentale, physique, que j'avais complètement perdue, j'étais complètement vidée. Je me remplis petit à petit, voilà, de force. Ça m'a permis de retrouver un équilibre dans ma vie, avec ma famille. J'ai retrouvé voilà, de l'élan, de l'intérêt, j'ai à nouveau envie de faire des choses, plein de choses, parce que j'avais plus envie de rien. Hein. Moi je voulais qu'on me laisse tranquille, j'avais envie de faire mes valises et de m'isoler, de partir, plus rien, plus d'enfants, plus. Voilà. On arrive à un stade à un moment donné où on n'en peut plus de rien, on a un ras-le-bol de tout. Donc là j'ai vraiment retrouvé l'envie de faire plein de choses, beaucoup de choses même. Je m'émerveille de choses toutes simples, alors qu'avant je ne voulais rien, j'avais la tête dans le bidon,
j'étais dans l'incapacité de voir quoi que ce soit, hein, même mes enfants, le sourire d'un enfant, avant, ça voilà. Maintenant ça me touche, quoi. Donc je retrouve des sensations que j'avais complètement perdues. Voilà, je retrouve aussi mes sens qui s'éveillent. Voilà, c'est une vraie bouffée d'oxygène, une renaissance, quoi. Vraiment, une nouvelle vie dans ma vie, c'est le bonheur. Évidemment, je ne suis plus du tout dans la confusion, dans le brouillard. Maintenant, voilà, je vois vraiment de la lumière à l'horizon. Voilà, tout se dessine, voilà, et je me répare physiquement, psychologiquement, émotionnellement. J'ai vraiment bien retrouvé confiance en moi. Voilà, j'arrive à me pardonner maintenant. J'ai renoué aussi avec mon corps. Ça se fait petit à petit. J'ai repris du poids parce que j'ai perdu aussi beaucoup de poids. Voilà, donc petit à petit, je me recentre vraiment sur l'essentiel, sur les priorités aussi dans la vie. Voilà, je retrouve petit à petit tout ça. De choses. Évidemment, je fais plus de crise d'angoisse, plus de tétanie. Tout est rentré dans l'ordre. Ma tension est normale, les palpitations, c'est bon. Enfin voilà, donc ça m'a réglé énormément de pathologies qui étaient devenues insurmontables, ingérables au quotidien. Ingérables. C'était vraiment ça, voilà. Donc, le bonheur. Merci. Maintenant, on passe le micro à Myriam. Bonsoir, je m'appelle Myriam, j'ai 35 ans et je suis maman de 2 garçons, des jumeaux. Et je dirais que moi, le burn-out s'est installé, le burn-out maternel s'est installé par le fait que j'ai été épuisée dès l'accouchement, en fait, un accouchement difficile avec 2 jours de réanimation. Et après, m'occuper des enfants, de 2 petits bébés qui ne faisaient pas leur nuit, ça a été le début de la fatigue et je dirais de l'enfer. Moi, les symptômes, donc, c'était la fatigue. Et surtout, ce qui m'a perturbée, c'est ne plus prendre conscience, enfin, ne plus percevoir la réalité comme elle était. En fait, j'arrivais à croire que mes enfants faisaient exprès de ne pas dormir pour m'embêter, d'être malade, et que moi, j'étais une mauvaise mère. Au point que finalement j'étais toxique pour eux. C'est-à-dire que je me disais que ils seraient peut-être mieux sans moi finalement, si je faisais mes bagages et que je partais. Peut-être que mon mari et mes enfants seraient mieux. Donc voilà, c'est surtout ce qui m'effrayait le plus parce que je trouvais que ça avait un côté un peu de folie. Et puis après, tous les autres symptômes qui ont été énoncés aussi se sont mis en place, irritabilité évidemment, et surtout incapacité à gérer le moindre accro dans le quotidien. Comme si finalement ça allait encore plus me fatiguer et cette fatigue allait finir par me faire mourir, quoi. Une fatigue extrême, oui, je pouvais mourir de fatigue. Donc c'était vraiment très très difficile à vivre. Et assez tabou, parce que finalement, dès que j'en parlais, non, quand on est maman, on est censé être heureux avec ses enfants. Donc j'avais souvent des réflexions, mais oui, mais vous les avez voulu, alors comment ça se fait? J'avais pas de réponse, et effectivement, face à ça, que faire à part se taire? Encore une fois. Donc je dirais que moi, ce qui m'a sauvée, c'est les associations, donc, notamment les pâtes au beurre. C'est un lieu d'accueil parents-enfants. Et là, en fait, on m'a dit que vous êtes dans une burn-out maternelle. Et à partir du moment où le mot a été posé, comme une chape qui s'est enlevée, et j'ai pu mettre en place des temps pour moi. J'ai mis les enfants à garder, les week-ends chez les grands-parents, plein de petites choses qui font que petit à petit, je me suis retrouvée, je me suis reconnue à nouveau, en fait, parce que je m'étais complètement perdue. Et du coup, là, je fais actuellement partie d'une association, Lilo Famille sur Nantes, qui fait aussi du soutien à la parentalité. Donc ça continue de guérir toutes mes blessures. Bonsoir, je m'appelle Julien. Ça
commencé, mon burn-out a commencé tout d'abord au travail. Comme elle disait Valérie, une surcharge de travail qui devenait de plus en plus pesante, qui finissait par m'angoisser et qui, à la fin, m'empêchait de réfléchir. On se bloquait et je prenais des décisions et pas du tout les bonnes. Mes collègues me faisaient remarquer de plus en plus. Donc quand j'entrais le soir, j'étais plus ou moins beaucoup plus fatigué qu'avant et démoralisé, en me disant je ne fais pas ce que je dois faire. À la suite de ça, les nuits se sont trouvées un peu plus courtes, puisque j'ai des problèmes d'insomnie. Quand tout ça, avec tout ça, s'est rajouté aussi la naissance de notre enfant qui faisait pas ses nuits non plus, donc ça m'a pas aidé, puisque les moments où je pouvais récupérer, je ne récupère pas. Donc toute cette fatigue cumulée m'a poussé à bout, m'a retranché dans un isolement où je ne pouvais plus parler, où je ne pouvais plus sortir, où c'était compliqué pour moi. Et ma femme m'a conseillé d'aller voir un sophrologue. Et à ce moment-là, la vérité que je ne voulais pas entendre en me disant je suis plus fort, je vais y arriver, je vais passer à autre chose, on va avancer, du coup là j'ai complètement craqué. Et c'était vraiment l'élément déclencheur. Elle était là pour appuyer sur quelque chose qui faisait mal, qui en fait, quand on prend du recul, on dit c'était ça effectivement qui ne marchait pas. Donc j'ai pleuré pendant quasiment une semaine. C'était très très dur. J'avais vraiment touché le fond, et avec une fatigue physique et morale. Je dormais en moyenne 12 à 13 heures par jour et je n'avais pas l'impression de récupérer. Et puis il y a eu les cours de sophrologie qui m'ont permis, la respiration m'aide énormément dans tous les jours. Du coup, dès que j'arrive sur une difficulté ou quelque chose que j'arrive pas à passer le cap, à franchir le cap, eh bien je respire profondément, je prends sur moi et je relativise beaucoup plus les choses en disant on va y arriver, on est toujours arrivé, mais différemment. Qu'avant je me mettais un stress et le stress à force sans m'empêcher complètement de réfléchir. Et depuis ce jour-là, ça va nettement mieux. Et puis dans ma famille, je pense qu'ils sont contents de moi, puisque dans mon extrême fatigue, je finissais par être agressif, à taper mes enfants, chose que je ne faisais jamais avant. Une paire de claques, une gifle, ça m'est arrivé 2 fois de gifler mon enfant, alors que je ne gifle jamais mon enfant. Et là, je me suis rendu compte que j'étais rendu au bout, qu'il fallait arrêter ça, c'était pas possible de vivre comme ça. Et aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, je suis un père équilibré, normal, je m'épanouis d'un rien. Aujourd'hui, je suis un même plutôt gaga quand mon enfant s'éveille comme il fait. Et puis on reprend une vie normale, parce que mine de rien, le stress, le burn-out, c'est pour une personne physique comme j'étais moi, qui travaillait beaucoup et je me donnais à 100% pour mon entreprise. C'était très difficile le regard des autres en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour être comme ça, je ne sais pas moi, ça ne me ressemble pas. Et en fait, si chacun de nous est un peu comme ça, mais sauf qu'on l'apprécie différemment chaque personne. Parce que moi, j'allais jusqu'au bout des choses, j'allais jusqu'à la fatigue, à l'épuisement, et parce que je voulais que ça soit fait et bien fait, et j'étais sûr que si je le faisais moi-même, c'était bien fait. Alors que c'est complètement faux. Savoir déléguer, c'est très très important. Et puis se reposer sur les autres, quand on est une équipe, une entreprise, quand on se repose sur les autres, on se rend compte qu'on avance beaucoup plus facilement. On est moins égoïste, on est beaucoup moins égoïste. Et qu'est-ce que je peux dire aussi, les huiles essentielles, et revenir dessus parce que c'est très très bien. La relaxation en elle-même, c'est pas nocif, c'est très léger et on est bien, on est très zen. Et pour le sommeil, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vous en a, de ce concert.